Madame, monsieur, vous nous suivez de bout en bout sur la 96.3 et chaque jour que Dieu fait, les informations telles qu'elles se déroulent dans le pays, nous vous les livrons de manière crue. Alors, ce matin, pour revenir amplement sur tout ce qui se passe, nous invitons un parti extra-parlementaire qui ne participe pas au débat à l'Assemblée nationale, cependant observe aussi la situation de très près. Il s'agit du président national du Bloc d'action pour le changement, Monsieur Thomas Kokonou Sokwe. Alors, Monsieur Thomas Kokonou Sokwe, bonjour. Bonjour, Joachim Agbetim. J'espère, ça fait pratiquement une dizaine de jours que vous étiez avec nous. Aujourd'hui, vous êtes là. Alors, la situation telle qu'elle se déroule dans le pays. Vous aviez toujours dit, ici même sur cette antenne, que vous êtes le porte-parole de ceux qui sont en train de propager la prophétie de 1946. Est-ce que cette prophétie a encore le vent en poupe? Merci, Joachim Agbetim. Je dirais d'entrée de jeu que je suis le porte-parole du prophète Esaïe. Ah d'accord, prophète Esaïe. Oui, je suis le porte-parole du prophète Esaïe et je suis également le chef du parti politique Bloc d'action pour le changement. Et je dirais, pour ce qui concerne la prophétie du 22 septembre 1946, que cette prophétie est en train de s'accomplir. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous étions cette formation politique qui tout le temps essaie de partager le contenu de cette prophétie et d'essayer dans la mesure du possible de toucher les acteurs politiques en place, notamment ceux de l'opposition et ceux du pouvoir. Et je crois comprendre que à l'heure où nous sommes, la situation devient de plus en plus compliquée, où il faut maintenant dire les choses telles qu'elles sont et que les gens se retrouvent devant leurs responsabilités. La situation devient de plus en plus difficile, dites-vous? Exactement. Et pourquoi? Exactement. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans le pays. Hier, ce qui s'était passé à l'Assemblée, vous l'avez vu. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé de ça. Et en dehors de ça, le processus électoral, la façon dont ce processus a été conduit. Donc c'est pour vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas que les choses se passent dans de bonnes conditions. Alors que nous savons tous que nous avons en face de nous un peuple souverain. Et quand le peuple décide de quelque chose, c'est ça qui doit arriver. Mais au même moment, le pouvoir aussi accuse l'opposition que c'est elle qui fait preuve de mauvaise foi et qui ne voudrait pas que les choses soient faites, notamment la feuille de route de la CEDEAO. Le pouvoir a toujours accusé l'opposition, mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition togolaise qui est fautif. C'est le gouvernement togolais qui ne veut pas appliquer les choses dans les normes. Il y a une feuille de route qui est sortie. Et dans la feuille de route, les choses sont précisées telles qu'elles devaient normalement se passer. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que le gouvernement pose de blocage en blocage pour que l'opposition n'arrive pas à accomplir sa mission. Alors que nous savons tous que dans un pays, on a toujours besoin d'une opposition. Mais du moment où nous avons besoin d'une opposition et que ce que l'opposition propose et que le gouvernement en place ne veut pas exécuter, c'est la vie du citoyen togolais qui est en danger. Alors là, il faut que le gouvernement togolais se ressaisisse. Parce que ce qui nous attend devant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, pour ce qui concerne les propos tenus par le ministre de la Sécurité, ça n'engage que lui. Là où nous sommes, c'est le peuple souverain qui décide. Du moment où un peuple souverain décide, il n'y aura aucune armée dans ce monde qui ferait face à un peuple souverain. Alors là, il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les gens se ressaisissent. Monsieur Thomas Noussoukwe, les évêques du Togo, au cours de leur conférence épiscopale, ont dit quand même que le pays court de très grands dangers et que les signaux sont très indicateurs, c'est-à-dire virent au rouge.
Exactement, les signaux sont au rouge. Et les évêques ont droit de le marteler. Et vous savez très bien que depuis pratiquement 3 à 5 ans, nous ne faisons que parler de ça. Nous ne faisons que parler de ça. Mais les gens, à un moment donné, nous taxaient de fous pour parler ainsi. Mais aujourd'hui, les évêques togolais nous ont donné raison. Les évêques togolais nous ont donné raison. Au moins, si le gouvernement togolais ne veut pas nous écouter, parce que des fois, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous serons porteurs d'une prophétie et également acteurs politiques. Et ils oublient que le plus grand politicien au monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le plus grand politicien au monde. Et on ne peut pas aujourd'hui nous accuser que pourquoi nous mêlons la politique à Dieu. Ou bien pourquoi nous mêlons Dieu à nos politiques. Pourquoi nous mêlons Dieu à nos politiques. Oui, alors qu'ils oublient que Dieu est le grand politicien. Monsieur Thomas Kokonou-Soupé, vous êtes parti extra-parlementaire. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres récemment un projet de révision constitutionnelle. Et il l'a envoyé à l'Assemblée nationale. Maintenant, il se trouve que par courrier en date du 18, dimanche dernier, 18 novembre, la CEDEAO, à travers sa commission, a envoyé donc ce courrier et au gouvernement et à la coalition leur disant que la CEDEAO se retrouve dans le rapport fourni par l'expert constitutionnaliste commis par cette même CEDEAO. Et que même l'avant-projet de loi que le Sénégalais Alioune Fall aurait proposé, que cela soit ainsi. Et maintenant, à l'Assemblée nationale, hier, le gouvernement a sorti son projet de loi qui a été envoyé à l'Assemblée nationale pour être débattu en commission et l'opposition réclamait plutôt ce que le Sénégalais a proposé, dans lequel la CEDEAO se retrouve. Finalement, on prend quoi et on fait quoi, Monsieur Noussoupé? Oui, nous voyons exactement ce qui se passe. Et nous étions allés commettre, la CEDEAO à venir nous aider. La CEDEAO est venue, la CEDEAO nous a proposé des choses et aujourd'hui, le gouvernement togolais ne veut pas appliquer ce que la CEDEAO a proposé aux deux protagonistes de la crise sociopolitique togolaise. Alors là, nous devons comprendre que le gouvernement togolais devient un danger public. Non, là, c'est aller trop loin. Sinon, le gouvernement, lui, il ne fait que jouer aussi son rôle régalien de la souveraineté, la conservation de la souveraineté ou la protection de la souveraineté de l'État. Quel rôle régalien le gouvernement est en train de jouer? Le délai qu'on avait donné à l'expert constitutionnaliste Alioune Diane du Sénégal, c'est le 15 novembre. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Mais il est resté dans le temps. C'était le 10 novembre. Oui, il était resté dans le temps. Oui. Mais pourquoi le gouvernement ne devait pas attendre le 15? Le gouvernement allait déposer le projet le 10 novembre à l'Assemblée. Alors que le délai donné, c'était le 15 novembre. Mais pourquoi le gouvernement se précipite? Pourquoi le gouvernement se précipite? Ou bien, le gouvernement avait-il voulu court-circuiter le monsieur? C'était le même projet que le gouvernement avait déposé en 2014. Donc nous devons comprendre que le gouvernement ne veut pas aller aux réformes. Non, en 2014, le projet envoyé par le gouvernement diffère de celui envoyé aujourd'hui. Sinon, en 2017, le 5 septembre 2017, c'est le même projet que le gouvernement a encore renvoyé la dernière fois à l'Assemblée nationale. Oui, c'est de ça que je suis en train de parler. Du moment où l'expert constitutionnaliste a déposé son rapport et que la CEDEAO a sorti un communiqué demandant à tous les acteurs politiques en place de se fier à ce rapport, nous ne voyons pas pourquoi le gouvernement va toujours insister sur son projet de loi qui, à ce que je sache, le gouvernement demande à ce que ce projet de loi soit étudié par les députés et non
le projet proposé par le rapport proposé par l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO. Monsieur Toumani Soukwe, vous êtes acteur politique. Finalement, si l'État prend tout ce que le constitutionnaliste a envoyé, est-ce que cela peut traduire l'état d'âme selon lequel notre pays, le Togo, serait en train d'abandonner sa souveraineté? L'État togolais est en train d'abandonner sa souveraineté. Je ne comprends pas. C'est l'État togolais même qui est allé chercher la CEDEAO. Je ne comprends pas pourquoi l'État va dire aujourd'hui que c'est sa souveraineté qui est en train d'être bafouée. Non, c'est le gouvernement togolais qui est allé chercher les chefs d'État de la CEDEAO. Et ce sont eux qui sont venus nous proposer ce qu'il faut faire pour que nous sortions définitivement de la crise. Alors là, allons. C'est eux également qui ont proposé le 20 décembre. Vous savez, la date du 20 décembre n'est pas proposée par la conférence des chefs d'État. Cette date a été soumise par le gouvernement togolais à la conférence des chefs d'État. Et la conférence des chefs d'État a entériné cette date-là. Alors que nous savons que à cette date, nous ne pouvons pas aller à une quelconque élection législative au Togo. Nous le savons, parce que les conditions ne sont pas réunies. On dit une CENI inclusive. Est-ce que la CENI qui organise les choses depuis là est une CENI inclusive? Non, non. Alors là, nous devons faire tous marche arrière. Nous devons faire tous marche arrière. Donc le gouvernement doit faire marche arrière par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Vous savez, la situation qui prévaut actuellement dans le pays nous oblige à retourner en arrière et à faire les choses dans les bonnes conditions. Mais si le gouvernement s'entête en disant que c'est la CEDEAO qui a proposé le 20 décembre, advienne que pour voilà, c'est la même CEDEAO qui vient de proposer également un test de révision constitutionnelle. Si on s'accorde dessus la date du 20 décembre, pourquoi ne pas s'accorder également sur le test proposé ou bien je suis en train de faire une fausse lecture? Non, vous n'êtes pas en train de faire une fausse lecture. Si le gouvernement insiste, il doit également faire sortir le rapport proposé par l'expert constitutionnaliste. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, ils ont amené leur projet de loi. Par après, quand l'opposition a claqué la porte, par après, ils ont ramené et le travail fait par l'expert constitutionnaliste. Nous sommes dans quel pays? Alors, si c'est que nous sommes dans un pays normal, on doit démettre depuis hier le président de l'Assemblée nationale. Ah non, mais oui, dans un pays normal, dans un pays démocratique, oui, on doit le démettre. Mais c'est un vote de défiance qui se passe à ce niveau-là. Si c'était... Oh, c'est le parti au pouvoir qui a la majorité. Le parti au pouvoir a la majorité, mais il a besoin de l'opposition pour faire passer ce test. Alors, monsieur Toumani Soukwe, ce qui pose problème aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à déceler cela, à essayer de repérer cela au niveau des deux tests? Le gouvernement envoie un test, la CEDEAO envoie un test et il y a problème parce que on veut coûte que le test du gouvernement soit conservé ou maintenu et débattu et on rejette le test de la CEDEAO et l'opposition aussi dit non, c'est plutôt le test de la CEDEAO. Où se trouve le problème au juste? Le problème se trouve au niveau du gouvernement togolais. Au niveau du contenu, je vous ai dit. Pour ce qui concerne le contenu, nous ne sommes pas là pour en débattre. Parce que ce n'est pas ça qui nous préoccupe aujourd'hui. L'opposition s'est soulevée. Je voulais parler du PNP qui s'était soulevé le 19 août 2017. Et c'est à l'issue de ce soulèvement que le chef d'État togolais est allé solliciter ses pairs de la CEDEAO. Et ils sont venus nous proposer une feuille de route, quitte à nous de respecter la feuille de route et ensemble on ira loin. Mais si aujourd'hui on passe de blocage en blocage, est-ce que le respect de cette feuille de route serait quelque chose qui serait acquise? Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous disons au niveau du bloc d'action pour le changement que les
deux protagonistes de la crise, à savoir le pouvoir et la C14, doivent se retrouver encore autour d'une table de négociation pour aplanir les divergences et aller ensemble dans le processus électoral en cours. Autrement dit, c'est l'article 59 qui pose problème aujourd'hui. Pour le gouvernement, le président de la République est élu au suffrage universel pour 5 ans renouvelables une seule fois, point. Maintenant, pour le Sénégalais, en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Et puis, cette disposition, jamais on ne doit la modifier. Alors, maintenant, je vous pose la question. Si on adopte le test de la CEDEAO, moi je le dis ainsi puisque c'est la CEDEAO qui a commis le constitutionnaliste, est-ce que c'est synonyme du fait que le président de la République actuelle serait débouté, c'est-à-dire n'aurait plus les chances d'être candidat? Vous savez, c'est le standard dans la sous-région pour ce qui concerne la proposition faite par l'expert constitutionnaliste. Et je ne vois pas pourquoi, si le Togo, qui dans la sous-région se démarque des autres pays, va vouloir coûte que coûte maintenir ce qu'il faisait de mal. Voilà pourquoi nous disons que pour ce qui concerne cet article 59, en aucun cas est manifesté d'une manière ou d'une autre dans la proposition faite par l'expert constitutionnaliste. Mais là où nous sommes aujourd'hui, le chef d'État, Faure Gnassingbé, sait en son âme et conscience qu'il ne peut plus se présenter à une quelconque élection présidentielle. C'est une hypothèse. Au moment où lui-même, il a dit en Allemagne, au moment où on lui avait posé la question sur ce qui concerne la démocratie dans un pays, le nombre de mandats qu'un chef d'État peut faire, il a dit 2 ou 3. Oui, il avait dit au micro de la télévision allemande Deutsche Welle. Exactement. Mais maintenant, lui-même, il a fait combien de mandats? Il a déjà fait 2 mandats. Il est dans son 3e mandat qui prend fin en 2020. Alors là, la parole, c'est quelque chose qui retient l'homme. Du moment, sacré? Oui, la parole, elle est sacrée. Du moment où toi-même tu as dit cela, ça t'engage. Et le jour où tu vas aller à l'encontre de cela, Dieu va intervenir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la parole, elle est sacrée. Avant d'ouvrir sa bouche pour parler, il faut réfléchir 1001 fois. Alors, donc aujourd'hui, Monsieur Thomas, si on comprend très bien, c'est la candidature du chef de l'État qui, visiblement, est en train de poser problème, c'est-à-dire faire en sorte que le projet adopté puisse favoriser ou permettre au chef de l'État de remplir pour un nouveau mandat, un 4e mandat. Qu'est-ce que le facilitateur ghanéen n'a pas dit? Le facilitateur ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, avait dit dans un discours que le problème au Togo, c'est la candidature de Faure Gnassingbé. Que c'est ça qui pose problème. Et nous savons très bien que là où nous sommes aujourd'hui, unis, qui est le parti politique du président Faure, demande à ce que Faure soit candidat en 2020. Alors que nous savons tous que Faure ne peut plus être candidat à une quelconque élection présidentielle, puisque ses pairs de la CEDEAO lui ont dit cela. Et bien avant ça, en 2005, quand Faure avait pris le pouvoir et que les problèmes sont nés, ils se sont retrouvés à Abuja devant Obasanjo. Et qu'est-ce que le chef d'État Faure avait dit à l'époque? De lui permettre, avec un seul mandat, de parfaire ce que son papa avait fait. Et exactement, Obasanjo avait demandé à tous les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, de l'accompagner. Et après, ils se sont retrouvés dans un accord politique global. Mais le respect de cet accord, c'est ce que nous avons vu. Par après, l'UFC a signé un accord politique le 26 mai 2010 avec le RPT. Mais nous avons vu également ce que ça a donné. Mais en novembre 2017, M. Gilchrist Olympio, le président national de l'UFC, qui a été co-signataire donc de cet accord du 26 mai 2010, il demandait au président de faire les réformes et de ne pas se présenter en 2020. Oui. C'est ce que M. Gilchrist Olympio lui-même avait dit. Exactement, exactement. Et il est dans son rôle.
il est dans son rôle. C'était lui qui avait signé cet accord avec le RPT. Et quand nous prenons le contenu de cet accord RPT, UFC, nous devons comprendre que le chef d'État ne devait plus rempiler à une quelconque élection présidentielle après 2020. Et que voilà pourquoi alors de la non-rétroactivité de la loi. Président Faure, la non-rétroactivité de la loi, oui, qui pose problème par rapport à la non-rétroactivité de la loi. Vous savez très bien que nous avons une constitution, et cette constitution, c'est une constitution votée en 92 par 97% de la population togolaise. Oui. Et dans cette constitution, le mandat est limité. Mais c'était en 2002, et pour permettre à Faure Gnassingbé d'arriver au pouvoir, et il y a des gens à demander aux députés de son bord de modifier la Constitution. Et nous savons très bien que dans la Constitution de 1992, l'âge limite pour être candidat à une élection présidentielle, c'est 45 ans. Mais pour permettre à Faure d'accéder à la magistrature suprême, son papa a demandé à ce que cet article-là soit modifié et l'âge était ramené à 35 ans. Alors là, le chef d'État, Faure, doit comprendre que par la prophétie du 22 septembre 1946, il est arrivé au pouvoir. Et c'est la prophétie qui lui dit, à l'heure où nous sommes, qu'il aura un songe. Le songe qu'il aura, c'est qu'il va vouloir rester au pouvoir éternellement. Alors que lui-même, ou bien peut-être l'entourage peut, toutefois, parce qu'il se fait toujours accompagner. Tout acteur politique se fait toujours accompagner par une équipe. Ce n'est pas l'entourage. Parce que si nous prenons la prophétie disait quelque part que le Togo aura un leader fort qui régnera avec cruauté. Son règne tyrannique durera plus longtemps que celui de ses prédécesseurs et de ses successeurs. C'est cette partie-là. Le règne tyrannique durera plus longtemps que celui de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Qui sont les prédécesseurs et les successeurs du général Gnassingbé et Yadema? Les prédécesseurs, c'est Sylvanus Olympio, Gruniski, Clébert Dadjo. Oui, voilà. Maintenant les successeurs. Nous avons vu les successeurs. Selon la prophétie que vous venez de lire, c'est pas que vous avez lu, ce qui veut dire personne ne durera plus plus longtemps au pouvoir. Alors que Faure, à l'heure où nous sommes, veut rester éternellement au pouvoir. Mourir au pouvoir comme son papa. La prophétie il vous l'a dit. Mais vous pensez? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Non, est-ce que Faure vous a dit qu'il va durer longtemps au pouvoir? Vous savez, qui parle de champion? Ce sont les militants. Les militants parlent de champion. Oui, les militants. Oui, mais c'est à qui attribue-t-on cela? Vous aussi, vous êtes champion à vos militants du BAC. Mais les militantes et militants du BAC ne le martèlent pas. Peut-être vous n'êtes pas encore à un niveau plus élevé. Non, ce n'est pas ça. Elle dit, moi, je voulais que nous restions dans le contenu de la prophétie. Parce qu'on dit, toutefois, si les leaders du pays apprennent à persévérer, le fils de ce leader qui lui succédera aura un songe horrible que personne ne pourra interpréter. La ruse des Blancs amènera la destruction sur cette famille barbare. Jour de rencontre du tyran et du vaillant. Jour du port de haillons et de nudité, lion au dehors, loi à l'intérieur, attraper les mois, amener les mois. Et nous sommes à ce stade aujourd'hui. Et nous voyons comment la communauté internationale, le G5, la CEDEAO, se démerdent à trouver coûte que coûte une solution à notre crise sociopolitique togolaise. Et je ne vois pas pourquoi, malgré tout cet effort fourni par la communauté internationale, le gouvernement togolais va vouloir se camper sur sa position en disant si l'opposition veut prendre le pouvoir, qu'elle aille chercher les armes. Nous avons écouté ce que Christian Trémont avait dit dans ce pays par rapport à la prise de pouvoir. Nous sommes à ce stade aujourd'hui. Mais, quelque part, si nous prenons encore la prophétie, on dit, ces jours-là seront les jours de la chasse aux Occidentaux. Les Libanais se moqueront des Allemands, les Allemands se moqueront des Anglais. Et quelque part, on avait dit, oh Venou, le jour de ton voyage d'outre-mer n'est plus loin. Tu iras et reviendras bien avant que ne tournent 3 canons derrière toi. Les porteurs de foulards blancs détruiront le pays depuis le sous-sol jusqu'à la surface.
qui sont les porteurs de foulard blanc? Ce sont les porteurs de foulard blanc qui se sont soulevés le 19 août 2017. Les porteurs de foulard blanc sont incarnés par Tikpi Achadam. Alors, nous devons comprendre que si le gouvernement s'entête, si le gouvernement ne veut pas faire les choses dans les normes, ce qu'on avait dit devant, c'est que les porteurs de foulard blanc détruiront le pays depuis le sous-sol jusqu'à la surface. L'homme qui lance le marteau avec ruse casse la pierre. Le casseur de pierre brise le fer. Que le fer se courbe pour que l'eau se ronge. Nous devons comprendre que l'avenir de ce pays est sombre. Voilà pourquoi nous apprécions la sortie des évêques. Les évêques nous ont dit que les signaux sont au rouge. Ce sont des hommes de Dieu. Et ils ont appelé tout le monde à la raison et au patriotisme, à un sursaut patriotique. Exactement. Exactement. Nous devons tous revenir mais quand même, en Monsieur arrière. Tomanou Soukwe, par rapport à la prophétie tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes en train de décoder ce que ce message prophétique assez énigmatique est en train de dire sous forme de parabole. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de contourner tout ce que vous venez de décrire là à travers cette prophétie? Oui. Pour que nous ne puissions pas aller dans le sens de ce que la prophétie est en train de dire, ce qui signifie, à mon sens, Oui, un bain exactement. de sang. Exactement. Le bain de sang dont on parle dans la prophétie, pour que ce bain de sang ne se réalise pas, Oui. Dieu avait demandé à ce que nous allions à un gouvernement de mission transitoire. Un gouvernement de mission transitoire à la tête duquel il y aura un premier ministre issu de l'opposition extra-parlementaire. Et Dieu avait demandé à ce que le portefeuille ministériel, c'est-à-dire Oui. la communication, la justice et les affaires étrangères, ces portefeuilles-là soient confiés à la C14. Et Dieu a également demandé à ce que le ministère de l'administration territoriale soit occupé par un parti politique extra-parlementaire et qu'un ministère chargé des relations avec les institutions et les églises soit créé pour qu'on puisse, dans ce gouvernement-là, avoir cette tête clé qui vont se retrouver avec le chef d'État fort qui gardera la défense. Et ensemble, ils feront les choses à telle enseigne qu'en 2020, l'homme de Dieu qui doit arriver, après Fonya Singbe arrive, et ensemble avec l'opposition et le pouvoir en place, ils vont conduire une transition de 2020 à 2025. Et à partir de 2025, le Togo connaîtra une alternance négociée. Si tel est le cas, est-ce que vous ne dites pas une chose et son contraire? Parce que vous dites que Faure ne doit plus être candidat en 2020. Et pourtant, vous dites qu'il doit être à la tête d'un gouvernement de 2020 à 2025. Non. Oui, alors... Nous ne disons pas qu'il sera à la tête d'un gouvernement de 2020 à 2025. Nous disons gouvernement de mission transitoire. Gouvernement de mission transitoire. Oui. À partir de l'instant où nous sommes jusqu'en 2020. À partir de l'instant où nous sommes jusqu'en 2020, Faure gardera la défense. Et en 2020, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui prendra les règnes. Avec cet homme de Dieu, en collaboration avec l'opposition togolaise et les tenants de ce régime. Autrement dit, le parti au pouvoir. Oui, le parti au pouvoir. Ils seront dans une transition de 2020 à 2025. Et après 2025, le Togo connaîtra une alternance négociée. L'alternance négociée dont on parle ici, c'est qu'il y aura deux camps. C'est-à-dire l'opposition et le pouvoir. L'opposition qui sera représentée par un mouvement et le parti au pouvoir également qui sera représenté par un mouvement. Donc, nous verrons à la tête du pays de 2025 à 2030, voire 2035, un camp. Après ce camp, l'autre camp prendra les règnes. Donc, alternativement, ils viendront au pouvoir. Et c'est comme ça que le Togo... Oui, alors, tout ce que vous êtes en train de dire constituerait un peu, à mon niveau, le déroulé de la prophétie. Or, ici, c'est un homme de Dieu, un pasteur qui a parlé. Monsieur Tomanou Soukwe, n'est-ce pas? Oui, je dis. Hein. C'est un pasteur qui a fait la prophétie. C'est un prophète. Son nom, c'est Ovenu. Voilà. Un prophète ghanéen. Et maintenant, le Togo, c'est un pays laïque. Si, au niveau de l'entourage du chef de l'État,
eux, ils croient plutôt, peut-être, des pratiques hindoues, ou bien peut-être en des pratiques des marabouts, etc. Vous pensez que cette prophétie peut prospérer? Vous savez, pour ce qui concerne la prophétie, c'est son accomplissement. C'est son accomplissement. Nous avons vu tout ce que la prophétie a dit, c'est accompli. Par le premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio. Après par Gnassingbé Adema, aujourd'hui par Faure Gnassingbé. Donc nous ne pouvons pas mettre de côté cette prophétie en disant que nous sommes dans un état laïque. Oui. Mais et si eux, ils croient peut-être en vaudou. Nous devons également croire qu'en RDC, il y a également une prophétie. Il y a également une prophétie et la prophétie ne fait que s'accomplir également en RDC. Donc je vous ai parlé l'autre jour. Oui. C'est pour vous faire comprendre que un pays est par après spirituel. Et les lois qui nous gouvernent dans un pays sont des lois divines. Donc, c'est pour vous faire comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, ceux-là qui disent qu'il faut mettre de côté la prophétie du 22 septembre 1946, tout en jouissant de cette prophétie, je dirais que ils sont faux avec leur propre conscience. Ah bon? Ils sont faux avec leur propre conscience. Ils ne seraient pas conséquents envers eux-mêmes? Oui, ils ne seront pas conséquents envers eux-mêmes. Parce que c'est cette prophétie qui a amené Faure Gnassingbé au pouvoir. La situation, elle est connue de tous aujourd'hui. Que faut-il faire pour sortir de l'ornière? Ce qu'il faut faire pour sortir de l'ornière, nous venons tantôt de le dire, que nous devons aller à un gouvernement de mission transitoire. Et qui doit décréter cela, oui? Vous dites? Et qui doit décréter ce gouvernement de mission transitoire? Ce gouvernement de mission transitoire doit être mis en place par le chef d'État Faure Gnassingbé. Et ça lui serait aisé? Comment ça ne lui serait pas aisé? C'est la prophétie qui t'a amené au pouvoir. La prophétie demande que pour sortir définitivement de la crise, tu dois mettre en place un gouvernement de mission transitoire. C'est ce gouvernement qui va t'aider pour que quand tu vas quitter le pouvoir en 2020, l'homme de Dieu qui prendra les règnes, ensemble avec l'opposition et les tenants du régime actuel, ils vont gérer le pays. L'armée ne ferait plus un coup d'État. Alors, finalement, si on comprend très bien ce qui se passe actuellement, ce n'est même pas l'élection qui est nous sommes à moins d'un mois, qui préoccupe plus l'attention des uns des autres, mais plutôt 2020, M. Toumani Soukwe. Les élections ne constituent pas en elles-mêmes la solution au problème togolais. Nous avons vu comment les élections se sont déroulées dans ce pays. Le problème togolais aujourd'hui, c'est les réformes. De toutes les façons, le problème des Togolais aujourd'hui, ce sont les réformes. Mais quand même, le gouvernement, lui, s'active toujours pour organiser les élections et que tout se passe très bien. Mais le ministre Yark a placé un mot à l'endroit de ceux qui seraient tentés de vouloir empêcher le bon déroulement du scrutin. Je vous invite à le réécouter. Le boycott aussi, c'est un choix démocratique. Les gens ont décidé de rester à la maison malgré les chances qui leur ont été données de participer au recensement. J'ai un mot particulièrement pour notre jeunesse. Il faut qu'elle se ressaisisse. Il y a des gens qui sont en fin de carrière politique. Il ne faut pas les suivre. L'avenir, comme on le dit, c'est la jeunesse. Un recensement électoral. Allez vous faire recenser. Après, vous aurez le choix. J'irai voter ou je n'irai pas. Ils ont encouragé les gens à ne pas aller. Ah, le vrai recensement arrive. Je ne sais pas par quel chemin ce vrai recensement va arriver. Moi, je faisais partie de la délégation qui était à Conakry. Les gens sont revenus raconter des mensonges aux gens. Il faut être sérieux, il faut être honnête. Nous n'avons pas le droit de tromper cette jeunesse. Ça peut être mal compris, ça peut faire mal, mais il faut quand même le dire. C'est la CENI qui organise. Ma contribution, c'est la sécurité. Nous, on est prêts. Même aujourd'hui, si la CENI dit j'organise les élections, nous sommes prêts. Donc, le 20 décembre, la force est prête pour accompagner la CENI. Je ne souhaite pas que un ou deux ou certains compatriotes sortent dit nous, on va empêcher. Je ne sais pas par quel moyen ils vont empêcher. Boycott dit je reste à la maison. Boycott ne veut pas dire je vais casser l'isoloir ou l'urne. Là, c'est grave. On ne va pas faire de détails. Le gouvernement fait des efforts pour que toute élection se passe dans la paix, dans la sécurité. Il ne faudrait pas que certains se laissent tromper. Allez-y, allez-y. Mais quand ils se retrouvent de l'autre côté, personne ne va là-bas les voir. Aujourd'hui, on nous dit apaisement, mesure d'apaisement, il faut libérer les gens, il faut libérer les gens. Les mêmes qui les ont poussés à commettre des bêtises, ils ne sont pas avec eux là-bas. Donc, je demande à la jeunesse de réfléchir par deux fois. Celui-là qui vous dit allez
cassé, qui met son enfant devant. Alors, monsieur le ministre, il se passe une situation, des fois, on procède à des rafles et on demande la présentation de la carte d'électeur. Non, on demande la présentation d'une pièce d'identité. Vous avez votre passeport, vous présentez aux agents qui vous demandent qui vous êtes, ils vous laissent passer. Vous avez votre carte nationale d'identité, vous passez. Vous avez aussi votre carte d'électeur, on vous laisse passer, puisque ça permet de vous identifier, de savoir que vous vous appelez Kodjo comme là. Vous êtes né tel à tel endroit. Si vous vous présentez mais vide, sans papier, mais nous on a de quoi douter sur vous. Si on ne le fait pas, vous allez nous taxer de laxisme avec ce qui se passe dans la sous-région. Donc si on présente la carte nationale d'identité et pourtant on réclame encore la carte d'électeur. Je ne pense pas que les camarades demandent et la carte nationale d'identité et la carte d'électeur. Ils peuvent demander ou la carte nationale d'identité ou la carte, c'est-à-dire une pièce justificative de ce que vous êtes, c'est tout. Certains ont induit nos jeunes en erreur, leur demandant de ne pas aller se faire recenser. C'est dommage. À l'instant, le ministre Yark, le général Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, que nous avons rencontré avant-hier à Noche au cours d'un atelier qui s'est prononcé sur tout ce qui se passe. Alors, monsieur Thomas Kokou, nous souhaitons que la jeunesse se ressaisisse, disait tout à l'heure le ministre Yark, parce que les gens sont en fin de carrière. Mais avant de donner votre point de vue, analyse et commentaires, on marque la pause. Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, retour donc en studio. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la bande 96.3 et Victoire FM. Et notre invité de ce matin, c'est monsieur Thomas Kokou Soukwe. Alors, monsieur le Président, vous avez écouté tout à l'heure le ministre de la Sécurité, le général Yark Damham, qui a dit qu'il faudrait que la jeunesse se ressaisisse car les gens sont en fin de carrière politique. Vous savez, Joachim, je dirais, pour ce qui concerne les propos du ministre Yark Damham, que les Togolais, là où ils sont aujourd'hui, les Togolais n'ont plus peur de qui que ce soit. Ce ne sont plus des menaces de part et d'autre qui feront fléchir les Togolais. Et je dirais que la jeunesse n'a jamais été une préoccupation pour le gouvernement togolais. Alors là... Non mais quand même, il y a beaucoup de projets en faveur des jeunes, mon cher. Ces projets profitent à qui? Oui, aux jeunes. Ces projets ne profitent pas à toute la jeunesse togolaise. Vous pensez? N'en déplaise. Moi, je sais que quand on lance les choses, c'est amène ton frère, amène ta soeur. Mais est-ce que c'est ça? Pas tout le temps. Est-ce que c'est ça? Pas tout le temps. Je dis, là où nous sommes aujourd'hui, la jeunesse togolaise aussi veut se démarquer. Mais nous devons comprendre que là où nous sommes, l'opposition togolaise, notamment la C14, ne parle pas de boycott. Si il doit y avoir boycott, la C14 ne devait pas envoyer ses 8 représentants à la CENI. Mais que le ministre ne se trompe pas. Les 8 représentants de la C14 ne siègent pas encore à la CENI. Les 8 représentants de la C14 ne siègent pas parce que le gouvernement est en train de conduire le processus de façon bancale. Disons unilatéral, Madame Adjamagbo l'a dit tout à l'heure que dès lors que les réformes, beaucoup d'étapes seront franchies, ce n'est qu'en ce moment-là que leurs représentants au nom de la C14 iraient à la CENI et fait maintenant redéfinir le chronogramme pour que des élections libres, crédibles et transparentes soient faites. L'opposition dit, reprenons les choses. Vous avez travaillé avec une CENI bancale, une CENI non inclusive, jusqu'à ce que vous convoquez un corps électoral qui n'est même pas en place, un fichier électoral qu'on ne voit pas, et vous demandez aux gens d'aller aux élections. On vous dit, revenons en arrière, faisons les choses. Rien ne nous pousse à aller à une élection législative le 20 décembre 2018. Nous étions dans ce pays, on devait organiser les élections législatives en 2012. Mais on s'est entendu entre nous et on a organisé les élections législatives en 2013. En juin 2013. En juin 2013. Mais pourquoi on ne peut pas s'entendre aujourd'hui et organiser les élections législatives en 2019? Rien ne nous pousse à aller à une quelconque élection législative le 20 décembre 2018. Donc, vous ne conseillez pas la précipitation ou bien vous voyez plutôt la précipitation dans nous voyons la manière dont les choses se passent? Gouvernemental. La façon dont les choses se passent, qui irait à cette élection-là? Oui, mais quand même, le ministre Yark a dit, a déconseillé les uns les autres à ne pas, ou bien il a plutôt demandé aux gens de ne pas être tentés de vouloir empêcher le bon déroulement du scrutin. Vous savez, on dit qu'il n'y aura pas élection législative le 20 décembre 2018. Que le ministre entend
qu'il n'y aura pas élection législative au Togo le 20 décembre 2018. C'est M. Les Togolaises et les Togolais disent que les élections ne constituent pas la solution à leurs problèmes. Nous devons aller nécessairement aux réformes. Nous étions dans ce pays, la communauté internationale nous a demandé à aller à des élections. Nous étions allés. En 2013, on était allés. En 2015, on était allés. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? On nous avait dit qu'il faut aller à ces élections. Après, on va voir pour ce qui concerne les réformes. Mais on est encore aujourd'hui à une phase électorale. On nous dit, allons à une élection législative. Après, on verra les réformes. Non. Les Togolais disent, il faut faire les réformes. Faisons les réformes et de façon consensuelle, nous pouvons aller à une quelconque élection en 2019. À cette allure, vous ne voyez pas que le gouvernement peut soumettre ce projet-là au référendum? Le gouvernement va soumettre ce projet au référendum. Et qui sont ceux-là sinon, c'est aussi l'autre voie, l'autre option proposée, préconisée par la CEDEAO. Non, vous savez... Si au Parlement, ça échoue... Ce que la CEDEAO a proposé... Oui. Qui sont ceux-là qui ont fait que ça n'a pas marché? C'est le gouvernement et sa CENI bancale qui ont fait que ça n'a pas marché. Alors là, retournons tous en arrière et faisons les choses dans les normes. Alors le ministre ne va plus parler de quoi que ce soit. Nous voyons aujourd'hui le ministre Barra, le ministre Yak Damran qui s'agite dans le pays. Alors que ce qu'on nous demande de faire, ce que la CEDEAO demande de faire, faisons il ne s'agite pas, mais il donne aussi la position du gouvernement à l'endroit de tout le monde. La position du gouvernement, nous acceptons la position du gouvernement, mais il faut que le gouvernement aussi accepte la position de la C14. Ce sont deux protagonistes de la crise. Ce sont deux protagonistes de la crise. On ne peut pas écouter ce que le gouvernement dit et bafouer ce que l'opposition demande de faire. La C14 manifeste ou annonce encore des manifestations sur 3 jours, 29, 30 novembre et le 1er décembre prochain. Oui, nous sommes tout à fait d'accord avec la C14 pour ce qui concerne l'organisation des manifestations dans le pays. Ce sont ces manifestations que nous avions faites et ils sont allés chercher la CEDEAO. La CEDEAO nous a demandé de mettre de côté ces manifestations et d'aller à une table de négociation. Malheureusement, autour de la table de négociation, nous n'avons pas trouvé de solution. Nous reprenons les marches. Et voilà pourquoi nous demandons à toute la population togolaise de sortir massivement sur cette date-là afin que nous puissions manifester de toute façon, le parti présidentiel aussi certainement descendra dans la rue et on verra bien si vous allez encore faire des démonstrations de mobilisation de peuple dans les rues. Nous sommes là pour constater les faits et venir les relater tels qu'ils sont. Alors Didier a une question à vous poser, c'est sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Bonjour Président. Bonjour Didier. Bonjour Bac. Bon, quelle est votre appréciation lorsqu'un ministre de son État, de surcroît un général de son État, se pointe pour nous dire qu'on nous a donné une chance, le gouvernement nous a donné une chance d'aller s'inscrire. Je voulais aussi dire, comme lui-même, il est en début de carrière politique, je lui souhaite bonne chance, le ministre. Comme il est en début de carrière politique, les autres sont en fin de carrière, lui il est en début de carrière politique, bonne chance pour lui. Mais quelle est votre appréciation quand il vient nous dire qu'on nous donne une chance? D'accord, bien noté, cher ami, et notre invité vous répondra dans un instant. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Bonjour à votre invité. Et bonjour, monsieur Gado. Bon, moi, je crois que le ministre n'a pas dit la vérité. Personne n'envoie les gens dans la rue. Mais la jeunesse est mûre maintenant. Normalement, ceux qui mentent à ce pays ont menti à ce pays. Le général Yadim m'avait dit, je jure, parole militaire, je ne vais plus me présenter. Mais il s'est présenté. Normalement, le peuple togolais doit signer l'État togolais à l'ONU pour non tenir, ça lui promet non tenir pour toutes ces réformes. Plus de 10 ans. Hein? Et puis, dommage intérêt en plus, hein? Plus de 50 millions par à la tête du Togolais pour le régime unir. Non, c'est sérieux. On doit porter plainte contre l'État togolais. L'ONU a sa représentation à Lomé, tout de même. Allô? L'ONU a quand même sa représentation, c'est-à-dire le premier d'ici à Lomé. Mais donc, allons vers eux. Parce que c'est pas normal. Tous les réformes, plus de 10 ans, le gouvernement RPT n'a pas tenu promesse. On doit porter plainte contre le gouvernement RPT uni. D'accord. Bonne journée. Bonne journée, cher ami Gado. Et nous allons prendre M. Adigo. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Une petite question. Est-ce que le pays est dirigé, Monsieur le Président? Il vous répond dans un instant. Merci beaucoup.
22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Joche. Bonjour, cher ami, c'est monsieur Pelé. Monsieur Gagnon depuis Atidangome. D'accord, monsieur Gagnon, nous vous écoutons. Je profite de l'occasion pour saluer notre invité. Et j'aimerais poser 2 questions. La première question est celle-ci. Je me demande toujours pourquoi ce régime a toujours l'art de détruire ce qui est déjà pénible. Ça, c'est ma première question. Oui, mais il faudrait que la question soit explicite. Sinon, ce serait trop... Parce que pourquoi je pose cette question, j'ai entendu le ministre de la Sécurité, ce qu'il a dit par rapport à l'interdiction formelle de ceux qui vont empêcher le déroulement des scrutins du 20 décembre. Je n'ai pas compris. D'accord. Ma deuxième question est celle-ci. J'aimerais savoir si la CEDEAO est à la hauteur de pouvoir trancher notre problème aujourd'hui. Merci et bonne émission. Merci, cher ami. Nous allons prendre le dernier intervenant. Allô? Allô, bonjour. Ah, monsieur Noukounou du TJP, c'est ça? Oui. Nous vous écoutons alors. Alors, bonjour, mon très cher président Thomas Nsokwe. Oui, bonjour Cyril, comment tu vas? Oui, ça va. Bon, parlant de prophétie, nous sommes dans le spirituel. Alors moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous pensez que nous, les Togolais, il y a un envoûtement, une malédiction sur nos consciences, sur nos mentalités, qui nous pousse à faire toujours les choses à l'envers et toujours vouloir réfléchir par la force, alors que cette force, nous ne sommes pas nés avec aucune force. Et même ce que nous avons comme force, ça nous vient des Blancs. Parce que nous sommes capables de fabriquer les gaz lacrymogènes et les armes. C'est les Blancs, leur cerveau, leur intelligence qui fait ça. Donc, est-ce qu'il y a une malédiction d'envoûtement sur nos mentalités? D'accord. Il vous de réfléchir correctement. Il vous répond dans un instant, monsieur Cyril Nokono. Et nous prenons, avec la complicité des techniciens, l'évangéliste Senghor. Bonjour. Bonjour, Chachin, comment ça va? Oui, ça va bien, évangéliste Senghor. Je voudrais saluer mon ami Ntoupe. Mon frère, comment va? Oui, ça va bien, évangéliste, comment? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen, amen. La question. Bon, je voudrais, pas une question en tant que telle, je voudrais vraiment dire à mon frère que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bon, ce que le Seigneur a révélé, ok, si c'est lui, bon, je crois que vraiment, on ne fait que vraiment respecter ça. Et pour terminer, je voudrais l'en dire à notre général, tout à l'heure, je l'ai suivi. Vous savez, nous voulons vraiment des paroles d'apaisement. C'est une personnalité, c'est un homme, mais il faut vraiment qu'il tienne vraiment certaines paroles qui peuvent apaiser les Togolais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, évangéliste Senghor. Donc, il conseille le chef, disons, le ministre de la Sécurité à aller dans l'apaisement, dans le sens de l'apaisement. Oui, exactement. Le ministre Yak doit aller dans le sens de l'apaisement parce que le Togo, comme eux-mêmes, ils ont tendance à le dire que c'est un pays de paix. Alors, si le Togo est un pays de paix, nous devons proscrire dans nos propos la haine et le tribalisme et ses consorts. Voilà pourquoi, à l'heure où nous sommes, nous devons tous aller à l'apaisement. Si nous voulons aller à l'apaisement, nous devons faire les choses comme ce que la CEDEAO nous a proposé. Et voilà, et pour Cyril, quand on parle de prophétie, nous nous retrouvons dans une dimension spirituelle, mais est-ce que notre pays est si maudit à tel point que chacun veut aujourd'hui régler les choses avec la force? Vous savez, le Togo n'a pas de problème. Les Togolaises et Togolais n'ont pas également de problème. En tout cas, moi je ne suis pas maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Voilà, c'est pour ça que je dis le Togo, en tant qu'entité, n'a pas de problème. Les Togolaises et les Togolais n'ont pas également de problème. Mais ce que nous avons comme problème ici, c'est le régime togolais. Ce régime fait les choses à telle enseigne que le régime demande à l'opposition, si elle veut accéder au pouvoir, qu'elle aille chercher les armes. Nous ne comprenons pas pourquoi un régime va vouloir parler de rapport de force en demandant à une opposition d'aller chercher les armes, tout en sachant qu'il gouverne de façon maladroite le pays.
Et nous sommes dans le droit. Est-ce que on ne peut pas prendre cela comme un lapsus ou peut-être une erreur langagière? Non. Vous savez, une seule famille qui dirige un pays pendant des années. Le Togo regorge assez de familles. Le Togo regorge assez de partis politiques. Mais faisons les choses pour qu'on puisse comparer. Faisons les choses pour qu'on puisse comparer. Je ne vois pas pourquoi ceux qui nous gouvernent vont vouloir toujours nous gouverner malgré que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Alors, la CEDEAO, que va-t-elle faire face à la situation actuelle? La CEDEAO, là où elle est, elle doit sanctionner. La CEDEAO doit sanctionner là où nous sommes. Si le gouvernement ne fait pas bien, que la CEDEAO sanctionne. Et si l'opposition ne fait pas bien aussi, on doit sanctionner. L'opposition ne fait rien de mal. D'accord. Alors, M. Tomanou Soukoué, M. Adigo posait la question tout à l'heure de savoir, est-ce que notre pays est dirigé actuellement? Le Togo n'est pas dirigé. Non. Le Togo n'est pas dirigé. Nous avons un président de la République. Oui. Depuis que les choses se passent, est-ce que le président a prononcé un discours? Mais le président avait dit un jour quand même, en effet, au cours d'une campagne électorale, vous savez, oui. Quand on est président et qu'on dit qu'on ne parle pas, on n'est pas un bon président. On n'est pas un bon président. Mais dès lors qu'il ne parle pas, mais il agit peut-être? Le président agit. Mais dans son agissement, est-ce que nous voyons que le pays est dirigé? Le pays n'est pas dirigé. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui se mobilisent, personne n'envoie les gens dans la rue. Oui, exactement, c'est le chômage. C'est le chômage qui oblige les jeunes à se mobiliser. C'est ça. Et est-ce que le peuple doit signer donc le Togo pour non-opérationnalisation des réformes promises depuis les 10 ans? Non, on ne va pas assigner qui que ce soit, mais on serait obligé de rester tout le temps dans la rue pour forcer la main à ce régime à aller à des réformes. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que depuis la signature de l'accord politique global jusqu'à ce jour, les réformes ne sont pas toujours opérées. Et M. Tomanou Soukoué, dernière préoccupation de Didier, quelle appréciation faites-vous de la déclaration du ministre selon laquelle on a donné une chance à l'opposition, mais elle a encore appelé au boycott? Qui a donné une chance à l'opposition? Le gouvernement. Le gouvernement. Est-ce que le gouvernement ne savait pas que l'opposition devait être représentée à la CENI au moment où la feuille de route a été mise en place? Mais ils se sont passés de blocage en blocage, de blocage en blocage. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils ont donné une chance à l'opposition d'aller se faire recenser. Quelle chance? Et le ministre doutait tout à l'heure de quelle alchimie vous allez préparer, quelle alchimie vous allez revenir encore au recensement. Le ministre Yak Damran va attendre longtemps. Il va attendre longtemps. Par quelle alchimie? Il est là. Il est dans le pays. Il est ministre. Il verra. Nous disons que tant que les réformes ne sont pas effectuées, nous n'irons à aucune élection dans ce pays. Et les élections ne seront pas organisées. Et en ce moment-là, il vous met en garde contre tous ceux qui seraient tentés. Il met en garde tous ceux qui seraient tentés de fauter de troubles. Vous savez, la plus forte armée au monde, c'est l'armée divine. Nous comptons sur le Tout-Puissant. Nous comptons sur Dieu. Et nous savons que Dieu a pris le contrôle du pays. Dieu a pris le contrôle du Togo. Ceux qui disent qu'il y aura la guerre civile au Togo, il n'y aura pas la guerre civile au Togo. Mais nous irons à ces réformes. Merci pour les propos assez réconfortants. Il n'y aura jamais la guerre civile au Togo. Monsieur Thomas Kwaku Soukoué, j'espère que vous avez d'autres mots à placer pour aller encore dans le même sens. Et qui serait plutôt votre mot de la fin? Oui, je dirais au peuple togolais d'avoir foi. Que nous sommes, d'avoir foi en Dieu, parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans la dernière phase de l'accomplissement de la prophétie du 22 septembre 1946. Et les Togolais doivent comprendre que nous irons nécessairement sur la terre promise. Nous irons à Cana. Quoi qu'il en soit, qu'advienne que pourra, nous irons sur la terre promise. Merci, monsieur Thomas Kwaku Soukoué, d'être venu chez nous ce matin. C'est à moi de vous remercier, Joachim. C'est fini, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes bien sûr jeudi 22 novembre 2018.
Et c'est la fin. Merci donc à mon cher ami Teko Kodjo derrière la baie vitrée. Merci à Tevi Kodjo derrière la baie vitrée. Merci également à Askol qui lui a passé la main tout de suite. Merci également à nos stagiaires qui sont là. Anani Vizrakou était à la réalisation. Jacob Ahama et Nessien Akogo vous donne rendez-vous tout à l'heure à 9h pour le journal ANV. N'oubliez pas, à 13h, nous serons là tout comme à 18h. Bonne journée à toutes et à tous.